Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer que faire face à une diarrhée chronique. Nous reviendrons tout d'abord sur quelques notions liées à la diarrhée chronique, puis nous évoquerons ensemble quand suspecter une MIS-C. Et enfin, nous continuerons par toutes les étapes diagnostiques à adopter pour être 100% à l'aise face à une diarrhée chronique. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Nous parlons de diarrhée lorsqu'on observe une augmentation en volume ou en fréquence des selles ou une diminution de leur consistance. Elle devient chronique au-delà d'une durée de 3 semaines. Lors de diarrhée chronique chez le chien comme chez le chat, la question à laquelle nous cherchons à répondre est: s'agit-il d'une maladie inflammatoire chronique intestinale ou MIS-C? Cette MIS-C idiopathique est un diagnostic d'exclusion basé sur plusieurs critères. Critère numéro 1, la présence de troubles digestifs depuis plus de 3 semaines de façon permanente ou fluctuante. Critère numéro 2, la mise en évidence histologique d'une inflammation de la muqueuse digestive. Critère numéro 3, l'exclusion de toutes les autres causes d'inflammation digestive telles que les parasites, la dysbiose, l'intolérance alimentaire ou une tumeur. Ensuite, le critère numéro 4, l'exclusion d'autres causes de troubles digestifs chroniques telles qu'une insuffisance pancréatique exocrine, une pancréatite, une dysendocrinie comme l'hyperthyroïdie chez le chat ou la maladie d'Addison chez le chien. Enfin, critère numéro 5, l'absence de réponse à des essais alimentaires, régulateurs de la flore intestinale ou vermifuges. Sans oublier le critère numéro 6, la réponse positive à un ou plusieurs traitements immunosuppresseurs. On comprend donc aisément que lors de diarrhée chronique, plusieurs étapes diagnostiques et thérapeutiques sont à envisager. Les études suggèrent que les animaux d'âge moyen de plus de 12 mois sont davantage concernés par la MIS-C. Aucune prédisposition de genre n'a été rapportée. Différents signes cliniques sont possibles, mais aucun n'est pathognomonique. Des vomissements ou une diarrhée du petit intestin qui se traduit par un volume fécal augmenté et une diarrhée aqueuse sont fréquemment observés. Cependant, lorsque le côlon est également atteint, la diarrhée peut être mixte. De l'hématémèse ou du méléna est habituellement associée à une forme plus sévère de maladie associée à des érosions muqueuses. Si une inflammation marquée est présente au sein du petit intestin, une malabsorption peut survenir et occasionner un amaigrissement, une panhypoprotéinémie, une hypocobalaminèmie. L'appétit varie de la polyphagie à l'anorexie. L'examen physique peut révéler une déshydratation, un trouble de la vigilance, une baisse d'état général ainsi que des signes d'anémie si des saignements importants sont présents. La palpation abdominale est importante pour détecter un inconfort, un épaississement intestinal, un contenu digestif liquidien ou aérique et un signe du flot. La palpation transrectale peut montrer des changements de consistance ou de coloration des selles. Étant donné qu'aucun signe clinique ou anomalie de l'examen physique n'est pathognomonique de la MIS-C, une démarche systématique et rigoureuse est indispensable à l'établissement du diagnostic. Le terme de MIS-C idiopathique ou sensu stricto devant être restreint au cas où aucune cause sous-jacente à l'inflammation intestinale n'a été détectée, l'exclusion de ces causes est nécessaire. L'analyse de selles est la première étape lors de troubles digestifs chroniques. Plusieurs méthodes sont possibles, mais la flottation est incontournable. Lorsqu'une dysbiose majeure est suspectée par le bilan anamnestique, une culture de selles est recommandée. Attention, les selles ne seront jamais stériles et cela n'a aucun sens de traiter une bactérie non pathogène cultivée lors de cet examen. En pratique, la coproculture n'a en réalité un intérêt que dans très peu de cas de diarrhée chronique. L'hématologie est le plus souvent sans anomalie. Des changements de la lignée blanche sont occasionnellement notés, neutrophélie mature, virage à gauche, éosinophilie, voire lymphocytes réactifs atypiques lors de MIS-C lymphoplasmocytaire ou encore lymphopénie lors de lymphangiectasie. Si une anémie est présente, elle peut être le reflet d'une inflammation chronique, de perte sanguine chronique ou d'une carence en fer. Il s'agit alors le plus souvent d'une anémie microcytaire hypochrome associée à une thrombocytose. La biochimie est le plus souvent sans anomalie.
Lors d'entéropathie exudative, les pertes protéiques qui sont importantes mènent à une panhypoprotéinémie. Une hypocholestérolémie, une hypocalcémie ionisée et une hypomagnésémie peuvent suggérer un syndrome de malabsorption. Une inflammation digestive peut également causer une hépatopathie réactionnelle à l'origine d'une augmentation discrète à modérée de l'activité des enzymes hépatiques, et notamment des PAL et de l'ALAT. Chez le chat, l'hyperthyroïdie s'accompagne souvent d'une diarrhée chronique associée à une perte de poids. Un dosage de la thyroxinémie ou T4 total est donc indiqué lors de diarrhée chronique chez un chat de plus de 7 ans. Chez le chien, l'hypocorticisme a souvent une présentation clinique digestive. Un dosage du cortisol basal et un ionogramme sont indiqués dans tous les cas de diarrhée chronique pour lesquels les examens précédents n'identifient pas la cause. Lorsque ces dosages sont douteux, un test de stimulation à la CTH sera indiqué sur un patient n'ayant pas reçu récemment de corticoïdes. L'insuffisance pancréatique exocrine touche les chiens comme les chats. Elle peut être responsable d'une diarrhée chronique et ou d'un amaigrissement parmi d'autres signes cliniques. Seul le dosage de la TLI dans un laboratoire vétérinaire compétent permet son diagnostic. Elle nécessitera un traitement à vie et un changement alimentaire, mais le pronostic est généralement très bon. La déficience en folate et vitamine B12 est souvent le reflet d'une malabsorption intestinale. Elle suggère la nécessité d'un traitement plus agressif de la maladie primaire et d'une supplémentation parentérale. L'hypocobalaminémie en elle-même peut avoir des conséquences métaboliques systémiques, comme une dysfonction intestinale et une réponse suboptimale à un traitement immunomodulateur. La radiographie abdominale est rarement informative lors de diarrhée chronique. L'échographie est plus importante mais ne permet pas à elle seule de poser un diagnostic de certitude de MIS-C. Elle a plusieurs objectifs. D'abord, elle permet d'évaluer l'aspect du tube digestif, de sa paroi et des nœuds lymphatiques abdominaux. Ensuite, elle permet de cytoponctionner tout épanchement ou toute lésion suspecte. L'échographie est aussi un outil utile pour exclure d'autres causes potentielles de diarrhée chronique. Et sur les patients pour lesquels elles sont indiquées, elle permet de décider quelle sera la meilleure méthode pour réaliser des biopsies digestives. Les essais thérapeutiques font partie intégrante de la démarche diagnostique lors de diarrhée chronique. Si l'état de l'animal le permet, les modalités thérapeutiques sont initiées séquentiellement. Le propriétaire est ainsi invité à noter précisément chaque événement survenant chez son animal au cours de ses essais. Ces essais incluent en général un vermifuge large spectre sur plusieurs jours consécutifs, quel que soit le résultat de la coproscopie, puis plusieurs changements alimentaires. Le choix des aliments est crucial lors de diarrhée chronique. La réponse aux changements alimentaires dépend de la maladie sous-jacente, mais est aussi individu dépendant. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter d'un essai alimentaire. Certains patients répondront à un aliment hyperdigestible, d'autres à une ration ménagère, d'autres encore à un aliment riche en fibres, notamment lors de colopathie chronique. Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun test fiable permettant de détecter les allergènes alimentaires chez nos patients, un ou plusieurs essais en gamme hypoallergénique est indispensable. Une grande majorité des patients intolérants le sont aux protéines ingérées, et notamment au bœuf et au poulet, qui doivent être au moins temporairement bannis. Il existe plusieurs aliments hypoallergéniques. Les régimes d'éviction contenant une source protéique à laquelle le patient n'a jamais été exposé et les hydrolysats basés sur une fragmentation industrielle des protéines contenues afin d'échapper au système immunitaire. Chez un patient souffrant d'insuffisance pancréatique exocrine, de pancréatite ou de lymphangiectasie, une alimentation à basse teneur en graisse est indispensable. Enfin, lorsque les essais alimentaires ne donnent rien, une prise en charge d'une éventuelle dysbiose est indiquée. Il n'existe là non plus pas de test de certitude permettant de diagnostiquer une dysbiose. L'envoi d'un index de dysbiose au laboratoire permet d'apporter un indice et d'aider au suivi de ces patients en diarrhée chronique. La coproculture n'est pas informative, 70% du microbiote intestinal n'étant pas cultivable avec les techniques classiques. Les essais thérapeutiques sont importants avec les prébiotiques, substances permettant de nourrir la bonne flore, et les probiotiques, bactéries vivantes connues pour être bénéfiques au microbiote. La transplantation de microbiote fécal prend depuis quelques années le pas sur ces essais thérapeutiques et ces indications en médecine vétérinaire se multiplient. La prise de biopsie par endoscopie ou laparotomie ne vient qu'après toutes ces étapes diagnostiques et thérapeutiques.
Elles ne seront donc indiquées que chez des patients pour lesquels les analyses de sel, de sang, l'imagerie et les essais thérapeutiques ne suffisent pas à gérer la diarrhée chronique. Les biopsies sont essentielles au diagnostic de MIS-C sensu stricto avant la mise en place d'un traitement immunosuppresseur. Dans une majorité de cas, elles sont faites par endoscopie en privilégiant la voix haute et basse. Au cours d'une endoscopie, certaines anomalies macroscopiques de la muqueuse permettent d'orienter vers une MIS-C. Ces anomalies peuvent être une augmentation de la granularité, une irrégularité, une friabilité, des érosions, des ulcérations, voire des hémorragies spontanées. La corrélation entre ces trouvailles endoscopiques et l'histologie est cependant mauvaise. L'endoscopie a également certaines limites, la petite taille et la superficialité des échantillons, leur fragmentation et l'accès limité à l'estomac, au duodénum proximal, à l'iléon distal et au côlon. Dans certains cas, des biopsies pleine épaisseur réalisées par laparotomie sont indiquées, même si cet acte est plus invasif. Face à une entéropathie exudative par exemple, le risque de déhiscence est plus élevé lorsque l'albuminémie est inférieure à 20 g par litre et on privilégiera par conséquent l'endoscopie. J'espère que vous êtes désormais incollable sur ce qu'il faut faire face à une diarrhée chronique. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Health. À bientôt!